Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle sur Ifriqiya FM. Bien bonjour à vous, bienvenue à cette édition spéciale de Brassage. Brassage animé par Rania Eitrassi et réalisé par Fahima Amokran. Votre émission socio-culturelle qui a embrassé chaque aspect fascinant de la richesse africaine tout au long de ces 8 mois magiques. Aujourd'hui, nous revisitons les moments marquants, les réflexions profondes et les découvertes culturelles qui ont fait de Brassage bien plus qu'une émission, mais un voyage partagé à travers les cœurs et les esprits. Laissez-vous emporter par le meilleur de Brassage. Ifriqiya FM, votre chaîne africaine, une radio faite à 100% par les Africains, pour les Africains, la voix de l'Afrique. Tunisienne est un mélange captivant d'influences historiques, de traditions locales et de modernité. Elle reflète la diversité des peuples et des civilisations qui ont façonné l'histoire de la Tunisie, Joseph. Bien évidemment, Rania, dû à cette mosaïque sur le plan civilisationnel au niveau de la Tunisie, il y a eu des mélanges et chaque peuple a ramené sa part d'éléments culturels, sa part d'éléments sur le plan de la connaissance au niveau de sa vestimentation, sur tout ce qu'il peut apporter et ces mélanges-là ont créé une nouvelle perspective qui s'est retransmise de génération en génération au niveau de la Tunisie. Il en ressort cette nouvelle ère culturelle que nous avons. Et si on parle de l'architecture tunisienne qui est remarquable et présente une fusion intéressante d'influences arabes, ottomanes, berbères et européennes, des médinas historiques au palais, en passant par les mosquées et les maisons traditionnelles, la beauté et la diversité architecturale en Tunisie sont effectivement magnifiques. Mustapha, tu as sûrement une idée. Oui, c'est vrai, la Tunisie, elle est très connue justement sur ces plans-là. Elle a une architecture, mélange des styles islamiques, comme tu viens de dire. Il y a aussi les styles romains, aussi des styles arabo-andalous, justement. Et surtout, ces villes historiques telles que les médinas sont parsemées de ruelles étroites et aussi leurs souks animés, dynamiques et surtout aussi des bâtiments ornés des mosaïques colorées. Donc la Tunisie est une mosaïque culturelle. En plus, les édifices de la Médina sont classés depuis 1979 comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Effectivement. Justement, la Tunisie est célèbre pour son artisanat également exceptionnel. D'ailleurs, l'artisanat tunisien est réputé pour sa qualité et sa beauté. Les souks et marchés locaux offrent une variété captivante d'articles artisanaux qui reflètent l'habilité et la créativité des artisans tunisiens. André. Oui, en parlant de l'artisanat, jusqu'aujourd'hui,
comme dans plusieurs pays d'Afrique, l'artisanat est encore mis en valeur. Et en Tunisie, on voit, il y a la poterie, il y a les tapis qui se font encore de façon artisanale. Qui sont tissés à la main. Tissés à la main. Il y a également des bijoux fabriqués à la main, dont plusieurs et d'autres sont même utilisés pendant les mariages et les fêtes. Et aujourd'hui, quand on va en Tunisie, comme dans plusieurs pays du Maghreb, ce que on veut avoir après la visite, bien après une période de vacances, on veut toujours acheter des souvenirs. Si ce sont des ustensiles, ça peut être surtout pour les femmes des vêtements, des sandales qui sont faits de façon artisanale, comme je le disais tout à l'heure. Il y en a plein encore. Et justement, tu as cité les tenues et les vêtements. Tu as parlé des tenues traditionnelles qui témoignent du riche patrimoine de la Tunisie. Oui. Elles varient en fonction des régions et des groupes ethniques. Est-ce que tu peux nous décrire quelques-unes de ces tenues, Joseph? Bon, au niveau des tenues traditionnelles, nous avons des tenues généralement ces tenues elles sont classées de telle sorte que elles font le retracé sur le plan historique. Comme vous l'avez si bien dit, ce qu'il y a de magnifique avec le Maghreb, c'est que c'est des peuples qui aiment garder les valeurs artisanales. Donc sur le plan traditionnel, ils aiment coudre comme l'avaient fait leurs aïeux. Donc nous allons revoir des tissus qui sont similaires parfois à ceux de l'Algérie, mais différents dans le sens où il y a une plus-value qu'on a ajoutée qui est partisan du fait qu'elle développe l'idéologie spécialement tunisienne. Mais aussi, ces tenues, c'est-à-dire traduit aussi l'histoire des royautés, justement, à travers plusieurs dynasties qui se sont succédées au niveau du Maghreb. Donc ça, une histoire surtout très ancienne et surtout authentique. Et donc quand on voit aujourd'hui, déjà quand on arrive dans un pays, la première des choses qu'on remarque, c'est l'accoutrement, c'est-à-dire comment ces habitants, ces populations-là s'habillent en fait. Et en Tunisie, on a des types de tenues chez deux sexes, c'est-à-dire chez les hommes. Il y a ce qu'on appelle la djebba, un manteau porté lors des occasions exceptionnelles. Spécial. Exactement. Mais il y a aussi les femmes qui portent aussi souvent des robes très longues avec des motifs colorés et aussi des foulards qu'on appelle aussi mlaya. Le mlaya, oui. Le mlaya pour les femmes. Donc c'est très très important. Et l'habit fait partie des éléments de l'identité culturelle d'un peuple. Mustapha, je commence avec toi, vu que c'est ton pays. Quelles sont les traditions et les pratiques culturelles qui font la spécificité du Tchad? Alors, d'abord, le Tchad est un des plus grands pays d'Afrique, du continent. Un pays qui a une superficie de 1 284 000 km² et qui est aussi pays limitrophe du Niger, du Nigeria, du Cameroun, du Soudan, mais aussi au nord, la Libye et la Centrafrique au sud. Et donc c'est un grand carrefour justement en termes de culture parce que déjà il y a tout un brassage où il y a la rencontre des différents peuples. Donc on peut trouver les peuples bantous venant du Cameroun, de la RCA, mais aussi les Arabes, les Amazirs justement, compte tenu de frontières partagées avec la Libye. Et donc c'est un pays qui a une culture vraiment très diverse et riche. Vers le nord, on remarque beaucoup plus la culture est beaucoup plus dominée par une culture arabo-musulmane.
musulmane. Et vers le sud, on a beaucoup plus une culture vers, tu vois, tout ce qui est, voilà, chrétien et autres. Et donc, on remarque, et même au niveau du comportement vestimentaire, vers le nord, on remarque qu'il y a beaucoup plus des boubous, justement ce qu'on appelle, je sais pas, djellabia, en arabe local tchadien. Et vers le sud, on remarque qu'il y a ce qu'on appelle les pagnes, comme un peu partout en Afrique de l'Ouest et autres. Donc les femmes s'habillent en pagnes, c'est-à-dire quelquefois c'est robe, et aussi ce qu'on appelle les pagnes fardées. Et aussi, on a d'autres styles qu'on appelle les borno-borno, ces genres de robes longues, voilà, justement. Et donc c'est une diversité culturelle incroyable. Justement, André, tu as sûrement une idée de cette diversité culturelle. Si on pouvait donner des pieds au Tchad, on lui donnerait 4 pieds. Donc le nord, le sud, l'est, l'ouest. Il est complètement entouré de plusieurs pays on trouve plusieurs pays et puis on trouve plutôt plusieurs bantous d'autres pays, d'autres régions qui sont là. Donc je pense que même dans les langues, ils peuvent également se comprendre entre eux. Donc s'ils partaient par exemple au Nigeria ou bien au Cameroun, parce qu'il y a une communauté qu'on retrouve également au Tchad, au Cameroun et au Nigeria. Donc il y a un brassage de culture, oui. Exactement. Le Tchad, je dirais que est une mine de charme secrète, justement, compte tenu de sa diversité culturelle et son riche patrimoine culturel. Effectivement, le Tchad, c'est le berceau de l'humanité, puisque Toumaï, c'est un des plus anciens, justement, êtres humains qui a été découvert en 2001 dans les déserts de Djourab. Et Toumaï signifie en arabe local tchadien, dans une langue qui est appelée Gouran, signifie l'espoir de vie. Et donc, ça fait partie des patrimoines culturels de l'humanité. Oui, déjà, je pense qu'au Nigeria, on a aussi ils ont des Haoussa, je pense. Oui, les Haoussa, c'est des peuples qui sont un peu partout en Afrique centrale et aussi de l'Ouest. Nigeria, Tchad, Cameroun, Niger, justement. Ah oui. Et quelles sont les langues les plus parlées Alors, d'abord, les plus populaires les 2 langues officielles, c'est le français et l'arabe littéraire. Mais aussi, nous avons des langues véhiculaires qu'on appelle l'arabe local tchadien, qui est un peu différent de l'arabe qu'on parle justement, parce que c'est un mélange, de l'arabe soudanais, de l'arabe égyptien, de l'arabe saoudien et aussi un peu de l'amazigh. Et tu peux nous dire quelques mots en arabe local tchadien? Bon, je dirais salam alaikum. Donc c'est comme l'arabe, salam alaikum, c'est la même chose. Oui, ou bien on dit l'alekou. L'alekou, ça signifie aussi bonjour en arabe local tchadien. L'alekou. Et donc quand on dit tal, c'est-à-dire viens. Ta'al en arabe, c'est ça. Ta'al en arabe, exactement. Et nous avons plus de 250 langues. C'est énorme. Donc c'est énorme. Oui. Donc, et cette diversité linguistique constitue aujourd'hui une richesse vraiment pour les pays. Oui, le Tchad est l'un des pays les plus conservateurs en matière de langue. Parce que même aujourd'hui, lorsque tu fais une escalade au Tchad, tu vas remarquer que les gens parlent beaucoup plus les dialectes que les langues nationales. Ouais. Donc parmi lesquels nous avons Kanembu, justement, ça c'est une langue qui est parlée au nord, surtout dans la région du lac Tchad. Et aussi nous avons les Bagirmi, ça ce sont les peuples autochtones justement qui se trouvent beaucoup plus dans les centres du pays. Il y a aussi les Kotoko, qui est aussi un peuple qui est partagé entre Tchad et le Cameroun, parce qu'une partie se trouve aussi au Cameroun. Il y a aussi les Massa, c'est un peuple du sud. Il y a aussi les Sara. On a aussi d'autres langues comme Gouran. Ça, c'est une des langues plus parlées au Tchad. Et aussi l'arabe, parce qu'on a une ethnie qui s'appelle arabe, justement, qui parle l'arabe. Carrément arabe, oui. Justement, au teint aussi, blanche. Ouais, blanc. Tu étais au courant, je pense que leurs femmes ont des longs cheveux. Très longs cheveux. Leurs femmes ont le secret des cheveux longs. Ah bon? Et ils les entretiennent de façon naturelle, avec des produits naturels. J'ai tellement aimé voir le mélange des clous de girofle et d'autres. Exactement. Ça c'est la poudre de chèvre. Oui, la poudre de chèvre. Après, après, il y a un autre des petites boules blanches, on dirait du cristal, comme des pierres blanches. Effectivement, il y a beaucoup de secrets, donc je veux pas tout donner ici, justement, sur le plateau. Mais vous allez le découvrir, justement, surtout, je vous invite à visiter les Tchad, justement. Je viendrai avec plaisir. Il y a beaucoup de choses à découvrir là-bas.
gis ma di ree nga foog ni yow xamuma li nekk ci sama suuf ak si ginnaaw bëgguma ku ma xool dal di ne yow li nekk si yow moo ne si man li ne si man mooy di leen jàppale. Nothing rules we should be using. I'm the ones who practice wicked charm for the sword and the stone. Bad to the bone, battle's not over even when it's won. And when a child is born into this world, it has no concept of the tone the skin is living in. It's not a second, we're 7 seconds away, just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second, we're 7 seconds away, or just as long as I stay, I'll be waiting, I'll be waiting. Passons maintenant à l'art culinaire. La cuisine sénégalaise est une véritable explosion de saveurs. Elle est réputée pour son mélange de goûts riche et varié qui reflète l'influence des nombreuses cultures qui ont marqué l'histoire du pays. Mustapha, quels sont les plats emblématiques et quelles sont les saveurs qui caractérisent cette cuisine? Bon, déjà, sur le plan continental ou même, disons, mondial, la cuisine sénégalaise est l'une des plus riches et variées, surtout quand on parle en termes de goût, parce qu'ils utilisent beaucoup plus des épices et aussi voilà, d'autres ingrédients de chez eux. Et donc, les plats qu'on retient souvent, c'est tchéboudième. Ça, c'est le plat national. On peut dire même aujourd'hui, c'est continental. C'est toute l'Afrique qui consomme. Et c'est quoi? Tchéboudième, c'est les riz au gras, au poisson de panda. Panda, c'est un nom de celui qui a inventé carrément le plat. Et ce plat est préparé à base de poissons frais ou souvent avec de la viande justement blanche. Aujourd'hui, oui, ça modernise justement. Mais souvent, c'est à base de poissons. Donc, poissons séchés. Il y a aussi d'autres plats qu'on appelle séchés. Donc, ce sont des mollusques. En tout cas, très délicieux. Il y a aussi du riz wolof, cuit avec des légumes, manioc, choux, carottes, navettes. Il y a aussi les aubergines et les persils. Donc, de la purée, du tomate. Et ça, on retrouve beaucoup plus dans la zone des Casamance, en fait. Exactement. Il y a également le mafé. Exactement. Mafé, c'est un ragoût de viande, c'est ça? Exactement. Ça, c'est beaucoup plus... c'est une spécialité de l'Afrique de l'Ouest. Donc, on peut trouver un peu partout. Même au Congo, avec la pâte d'arachide. C'est vraiment, les noms diffèrent, justement. Ça, ce sont des plats qu'on retrouve dans la zone géographique de l'Afrique de l'Ouest. Justement, au-delà des... Oui, André. Et il y a également le yassa. Mustapha, on ne peut pas parler de la cuisine sénégalaise sans parler du yassa quand même. Le yassa au poulet, c'est du riz qui est fait à part et puis du poulet avec beaucoup d'oignons. Et c'est sa particularité. C'est rempli d'oignons, mélange avec du citron et c'est très bon aussi. Surtout quand c'est épicé. Moi, j'ai évité parce que pour ne pas avoir, tu vois, dans pour la ne bouche, pas saliver. Justement, ne pas saliver. Alors, heureusement, André, merci infiniment. Et au-delà des trésors culinaires, le Sénégal offre une diversité impressionnante de paysages à découvrir. Ce pays d'Afrique de l'Ouest présente une variété de panoramas naturels allant des plages immaculées de la petite côte aux vastes étendues désertiques du Sahara, en passant par les mangroves luxuriantes du delta du fleuve Sénégal. Alors Salah, quels sont les lieux incontournables que nos auditeurs devraient visiter lorsqu'ils se rendent au Sénégal? Oui, le Sénégal, c'est une destination très connue et ce qu'il faut savoir, récemment, il y a une ouverture vers le côté touristique et il y a beaucoup à dire. Le Sénégal est très riche et c'est un pays... qui a un paysage à couper le souffle, mais je vais citer 3 destinations. Et d'abord la ville de Dakar, la capitale. Il y a beaucoup de choses à découvrir. C'est une ville ancienne, cosmopolite. Et précisément dans cette ville, il faut
visiter le monument de la Renaissance, qui est le monument le plus géant de l'Afrique. Ça représente l'histoire de l'Afrique et c'est un monument très connu au Sénégal. Et donc, en deuxième position, la vieille ville de Saint-Louis, donc qui se trouve sur la côte nord-ouest et connue de son architecture coloniale. Ça reflète aussi un aspect historique du Sénégal et de toute l'Afrique. Et cette ville, la vieille ville de Saint-Louis, située plus précisément sur l'île Ndjar, donc l'île Ndjar, et contient des monuments aussi bien conservés, conçus généralement par un architecte qui s'appelle Gustave Eiffel, par exemple. Et il y a plein d'autres monuments à découvrir. Et en troisième position, pourquoi pas aller vers le lac Rose, une lagune côtière bien fermée, c'est-à-dire coupée de la mer et non loin du Dakar en plus. Et la différence, c'est que les eaux sont salées et roses en même temps, d'où le nom, le lac Rose. Le lac Rose. Et selon toi, Mustapha, quels sont les lieux emblématiques? Alors, les lieux emblématiques, il faut toujours commencer par la capitale Dakar, parce que déjà, Dakar, c'est les poumons de l'économie de tous les pays, justement, avec plus de 2 millions d'habitants. La ville est réputée, justement, pour son dynamisme, justement, c'est une ville très animée. Et donc, ça permet déjà de connaître et aussi de visiter, c'est-à-dire les endroits comme les palais présidentiels, passant par la grande mosquée de Dakar. Il y a aussi les points des Almadies, les marchés artisanaux des Soumboudium. Ça, c'est des endroits vraiment très très intéressants à Dakar. Mais sinon, il y a aussi la Casamance. Pour bien visiter, justement, il faut passer là-bas. Parce que là-bas, c'est les plus proches des villages dans la Casamance, qui est situé au sud-ouest du Sénégal, entre la Guinée-Bissau et la Gambie, en fait. Donc, ce sont des îles. Elle est considérée d'ailleurs pour certains la plus belle de la région, de ces pays. Donc, elle tire même son nom du fleuve et compte de nombreuses îles, des milliers d'oiseaux. Donc, c'est un endroit paradisiaque. Les Algériens accordent une grande importance à la famille, à la communauté et à l'hospitalité. Quelles sont les traditions les plus précieuses en Algérie selon toi, Mustapha? Alors, une des traditions que moi je connais, c'est que quand tu entres dans la maison, tu laisses tes chaussures à la porte. Donc ça, c'est une des traditions. Tu rentres pas à la maison avec tes chaussures. Bien sûr. Et la deuxième, à chaque fois quand tu veux faire quelque chose, tu dis Bismillah. C'est le début de tout. Donc ça, je l'ai très remarqué ici. Personnellement, j'ai remarqué sur le plan traditionnel, on va aller sur le plan de l'habitat. J'ai remarqué que, comme tu l'as si bien dit, les Algériens, ils aiment vivre ensemble. Donc, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le fait que sur le plan familial, vous vivez tous dans une grande et même maison. J'ai un ami qui m'avait expliqué que le système, il est fait de telle sorte que si vous avez des frères, vous vivez à chaque étage, chaque maison. Ouais, chez nous, il n'y a pas ça. Chez nous, on est plus des indépendantistes et je comprends maintenant pourquoi il y a autant d'attachement sur le plan de la famille, même le frère des cousins, s'il y a la possibilité d'introduire aussi même les cousins et tout sur le même espace, dans la même maison, à chacun son étage. Et toi, André? Ce qui me marque, tout me marque. Pour moi, déjà la tradition algérienne est très marquante. Déjà, non seulement du fait qu'elle est très attachée à la famille,
Il y a aussi le fait que en quelques minutes, j'espère que je vais pouvoir raconter une histoire. Une fois, j'ai eu une amie algérienne qui est venue me rendre visite. C'était en matinée. Quand elle est arrivée, elle pensait peut-être trouver des boutiques autour de la maison. Au Congo? Non, ici en Algérie. Et pensait pouvoir trouver une boutique ou bien une supérette à côté. Je lui ai dit que c'était un peu loin. Il me dit non, je rentre pas. Je lui ai demandé pourquoi tu rentres pas. Il me dit non, pour nous les Algériens, il faut acheter quelque chose. Je peux pas venir chez toi rentrer les mains vides. C'est impossible. J'étais étonnée. C'est vrai. J'étais obligée de la forcer de rentrer, mais après on était obligé de descendre pour qu'elle trouve quelque chose. Et justement, il y a l'artisanat algérien qui est aussi un véritable trésor, incarnant le savoir-faire et l'authenticité du pays, des tapis berbères aux poteries colorées. Tu peux nous présenter quelques exemples d'artisanat algérien emblématique, André? L'artisanat algérien, il est très riche et très coloré. On a des bijoux. Il y a des tapis, les tapis berbères, comme tu as dit. Surtout les bijoux kabyles, c'est magnifique. Oui, les bijoux kabyles, oui. Il n'y a pas longtemps, j'ai écouté, il y a eu, je sais pas, une fête des bijoux. Il y a une fête qui s'organise en Kabylie. C'est vrai, pour les bijoux kabyles. Pas seulement, quand il s'agit des bijoux, moi je les remarque seulement le jour des mariages. Donc on parlait des tenues traditionnelles en Algérie. André, tu as une idée des tenues traditionnelles féminines? Oui, il y a la robe kabyle, et les robes kabyles. Il y a le takendork, oui. Une robe kabyle. C'est un costume traditionnel algérien, un vêtement qui est très populaire pour les Kabyles aussi. Donc il se caractérise par des couleurs vives et des lignes simples. Donc de nos jours, il se porte par des filles et des femmes kabyles. Il y a aussi des djellabas. Djellaba, c'est ça? Oui, djellaba. Moi, j'en achète pratiquement tout le temps quand il y a quelqu'un qui va au pays, qui va faire un tour au Congo. J'en achète toujours pour envoyer aux amis et aux membres de la famille. Donc facilement on reconnaît que ça vient de l'Algérie. Donc il y a aussi, et tu le portes aussi ou bien? Oui, j'en porte aussi. J'en achète tout le temps, j'en ai plein. J'ai toute une collection que je veux même pas porter maintenant là parce que oui, je veux les garder aussi, oui. Il y a le kaftan aussi qui est un vêtement traditionnel aussi, le se porte algérien. pour les mariages traditionnels par tout le monde, par pratiquement tous les Algériens. Et j'aimerais aussi préciser des robes de mariée algériens. Les robes algériennes, elles sont très belles. Tu vois, tu sens du travail, de la broderie. Donc, oui, il y a le karakou algérois, il y a le bedroun algérois, il y a aussi le melhfa chaoui, il y a, effectivement. Le blouza. La blouse oranaise. Oui. Blouse al-wahraniya, oui. Il y a aussi... On a parlé des keshafia, si je prononce bien. Keshavia. Keshavia, c'est pour les hommes. Oui. Et les Kabyles, ils portent quoi, Joseph? Personnellement, prononciation, au niveau de la prononciation, je suis pas bon. Mais je sais que tu sais comment on dit la robe kabyle, là. En kabyle. On dit comment? Rappelle-moi. Takendor. Excusez-moi, chers auditeurs, c'est un peu difficile. Takendor. El-Lakvaïl. Voilà. Et Mustapha parlait tout à l'heure de la tenue traditionnelle de Tlemcen. De Tlemcen. Il y a aussi Shedda Tlemcenia, oui. Exactement. Souvent, on remarque surtout dans les cérémonies des mariages, généralement. Mais aussi, il y a kaftan algérien qu'on appelle aussi karakou. Et il le porte avec khet al-roh. Exactement. Khet al-roh, c'est... Oui. C'est très magnifique. C'est le bijou qui accompagne la tenue, le karakou. Ce qui est fantastique ici, c'est qu'on se rend compte qu'à chaque dimension sur le plan régional, en Algérie, il y a son vêtement qui est associé. Oui. Effectivement. Captivante de brassage pour cette année exceptionnelle. Nous espérons que cette compilation spéciale a évoqué des souvenirs mémorables et ravivé l'amour pour la diversité africaine. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Brassage continuera à être le reflet de notre héritage, de nos aspirations et de la beauté
de l'Afrique. Restez à l'écoute car de nouvelles aventures culturelles nous attendent en l'an à venir. Bonne année et à bientôt sur les ondes de votre radio africaine préférée, Radio Ifriqiya FM. Fais tes bagages, on maîtrise la mélodie qui voyage. Fini l'époque où il fallait esquiver les pétages. Quand tu dérapes, je ne répondrai plus à tes messages. Y'a les caméras, bébé, au bout du monde, viens, on se cache. Pour l'instant, je suis là, je fais du sale. Pour l'instant, j'ai fermé mon corazon. Pour l'instant, mais je finirai jamais tout seul à Marbella en fait bébé. Mais la tête est sur les épaules. Je vais pas rester l'éternité, mais je vais marquer mon époque. Ah ouais. Fallait pas déconner. J'ai déjà décollé. Fallait pas déconner. J'ai déjà décollé. J'ai bossé tout l'été, je dois faire des lovas. Tous les matins pour acheter bijoux à la Mamalova. Ice, ice, ice. La goza m'a pris pour son Casanova.